Imaginez une île de sable complètement sauvage, longue de 123 km, la plus grande île de sable au monde. Des pistes au beau milieu de la forêt, des lacs couleur lagon, un sable d'un blanc immaculé. Cette île est bien réelle et elle s'appelle Fraser Island. Alors ça y est, on a récupéré le 4x4. Là on se dirige vers Riverheads et c'est là qu'on va embarquer la voiture sur le ferry pour rejoindre Fraser Island. Allez, on se retrouve là-bas. On troque notre SUV contre un 4x4 obligatoire pour rouler sur l'île, tout comme le briefing d'1h30 indispensable avant le départ. Après quelques conseils sur l'itinéraire et la présence d'animaux dangereux tels que les dingos, méduses, requins, serpents et crocodiles, on est prêt à embarquer. Débarqué environ 16h30. On a à peu près 1 heure pour faire la traversée de l'île à travers la forêt sur une piste de sable. La route est off-road. La nuit tombe très tôt en Australie. C'est fortement déconseillé de conduire de nuit. Il va falloir qu'on arrive avant la nuit noire. Sur la piste, il fait nuit noire sur Fraser. On s'est trompé 2-3 fois de chemin et qu'on a dû faire marche arrière, clairement marche arrière parce qu'il n'est pas possible de faire demi-tour sur les pistes. On s'est perdu un peu. On est arrivé de nuit, mais on l'a fait, on est arrivé. On a mis à peu près 1h15 à traverser toute l'île de Fraser. Franchement, je pense que c'est pas une bonne idée en fait de prendre le ferry si tard. Il arrive sur l'île à 16h30 et ça laisse plus qu'1 heure pour traverser toute l'île. Sachant qu'il fait nuit à 17h15, 17h30, c'est vraiment non, trop short. Trop short. Bon, on a réussi, on l'a fait, tout s'est bien passé sur la piste. Avec Xavier qui est quand même assez habitué à rouler sur du off-road. Donc ça va. On est arrivé au campement, on est content, on va vous montrer tout ça. Bonjour. Salut. Bonjour Malia. Ça va un plus? Tu viens avec nous? Allez, on va au petit-déj. Alors. Voilà, on a une cuisine de ce côté-là. On a le petit coin ici. On a la mer juste derrière la végétation. Fraser Island, c'est super génial. Il y a beaucoup de trucs dangereux. Il y a des dingos. Les dingos, c'est comme un loup et aussi comme un chat. L'île de Fraser abrite de nombreux dingos, espèces sauvages et emblématiques de l'île. Ce sont des races pures comme il en existe quasiment plus dans le reste du pays. N'oublions pas que ce sont des animaux sauvages qui peuvent donc se montrer agressifs. Alors on va s'équiper avant le départ pour pouvoir se balader sur l'île en toute sécurité. Alors le campement est entouré de barrières et l'entrée des voitures est sécurisée avec des barres métalliques. Alors attention à ne pas marcher dessus car elles sont électrifiées. Des bâtons pour tenir les dingos un petit peu À distance. You're holding my mind in a tight grip. When I walk all over you, and your blood is in the water, as you go straight through my heart.
L'île ne possède aucun réseau routier, uniquement des pistes de sable avec un accès parfois restreint par les marées, comme ici sur l'emblématique 75 Mile Beach. La plage peut être empruntée seulement quelques heures dans la journée et cette route de sable qui semble s'étendre à l'infini nous offre un immense sentiment de liberté. Premier stop le long de la 75 Miles Beach, qui est en fait la plage de 123 km qui parcourt l'île du nord au sud. Premier arrêt ici à environ une demi-heure de route de notre campement, qui est le SS Mahino Wreck. C'est un navire hôpital de la Première Guerre mondiale qui s'est échoué ici sur l'île après avoir été emporté dans un cyclone en 1935. Alors enfin nous voilà arrivés pour le deuxième spot qui est Indian Heads, qui est un point de vue duquel on peut spotter baleines, requins, dauphins et autres tortues. Bon, petite déception, on a essayé de monter à Indian Heads et malheureusement c'est fermé, apparemment depuis 2 ans. Donc là on va aller à notre troisième spot qui sont les Champagne Pools. Voilà les Champagne Pools, bon c'est un petit peu moins magique que ce qu'on espérait, mais je pense que c'est dû au temps, je pense que c'est dû à la tempête en fait qu'il y a eu ces derniers jours. C'est l'un des seuls endroits où on peut se baigner en mer sur l'île. À défaut d'être monté en haut de Indian Heads ou d'avoir piqué une tête dans les Champagne Pools, on s'accorde une pause bien méritée face à la mer. Sur notre quatrième spot, Ellie Creek. C'est là que les Australiens ont l'habitude de se laisser porter par le courant sur une bouée. Alors on a bien emmené la bouée, mais je suis pas sûre qu'on ait le courage d'aller se baigner vu la température de l'air et de l'eau. L'eau est super fraîche, elle est aussi réputée pour être l'une des plus pures au monde. Après une journée bien remplie, il est temps de rentrer avant que la marée ne monte et que la nuit tombe. On retrouve notre campement pour aller dîner et partager nos aventures de la journée autour du feu. On se retrouve ce matin pour aller découvrir notre 5e spot, le lac Mackenzie. J'ai même envie de dire l'incroyable lac Mackenzie et son dégradé de bleu, commun à aucun autre lac.
notre 6e spot, le lac Birrabin, qui est apparemment assez similaire au lac Mackenzie, mais avec quasiment personne. C'est beaucoup plus sauvage, donc on va découvrir ça. Alors on vient d'arriver sur notre 6e spot. Franchement, c'est une vraie petite pépite. Il n'y a personne. L'eau, elle est aussi claire qu'au Mackenzie. Le sable, franchement, encore plus blanc. C'est vraiment incroyable comme paysage. Très pure, elle a des vertus pour la peau, pour les cheveux. Elle a la réputation de donner la longévité, la bonne santé. Alors même si c'est la fin de journée et qu'il fait un peu frais, on va se motiver et on va essayer d'aller piquer une tête. Voilà, grosse galère, le pneu a éclaté, on est en plein milieu de la forêt. On était en route vers le lac Boumanjin qui est quand même à 1h20 à peu près du campement. Ça fait plus d'1 heure qu'on est sur la piste, on a croisé absolument personne, on n'a pas de réseau, pas de téléphone. Il y a des moments où on aime bien être seul, mais là on aimerait bien un peu d'aide. Xavier a réussi à décrocher le pneu. Mais c'est quand même pas gagné quand on voit l'état du pneu. Je sais pas si on va réussir à repartir de l'autre côté parce qu'on a quand même au moins 1h30 voire 2 heures pour retrouver le ferry. Et on doit y être cet après-midi. Bon, ils sont un peu usés les pneus. Donc peut-être il était crevé, il s'est dégonflé et déjanté après. C'est juste que le pneu il a explosé. Voilà. On change une roue morte pour une roue morte. Bon, ça y est, on est reparti. Xavier nous a sauvés, il a changé le pneu. Vu l'état du pneu, on peut pas malheureusement prendre le risque d'aller jusqu'au lac Boumanjin. C'est beaucoup trop isolé et si on a encore une galère, on risque de louper le ferry. Bref, ça peut vite tourner à la catastrophe et on n'a pas envie de passer la nuit dans les bois avec les dingos et toute la faune sauvage. Donc du coup, on va retrouver un peu plus de civilisation, mais ça nous demande là encore 1h15 de route facile. L'île de Fraser, aussi appelée Garry Island, c'est vraiment incroyable. Alors certes, c'est un budget, le permis voiture, le ferry, la location du 4x4, c'est un budget qui est quand même assez conséquent, mais franchement ça vaut largement le coup. C'est une île de 122 km de long, la plus longue île de sable au monde, et c'est complètement sauvage. Il n'y a quasiment aucune infrastructure, on roule en off-road, en pleine forêt, sur la plage. C'est vraiment, pour nous qui sommes fans du off-road, c'est extraordinaire. Ça a été une très belle expérience. Sur ce, il est temps pour nous de quitter l'île et de poursuivre notre road trip avec une très belle surprise pour la suite. Je vous en dis pas plus pour le moment. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour vous montrer tout ça.